Et si on arrêtait une bonne fois pour toutes de subir nos courses pour enfin les maîtriser? Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer la science de la nutrition entre elles. Fini de jouer à la loterie avec les gels et les barres? Non, on va apprendre à concevoir notre endurance kilomètre après kilomètre. Ah, le fameux mur, cette sensation terrible où, d'un seul coup, tout s'arrête. Les gens sont en coton, la tête se met à tourner, et l'énergie, pouf, elle a complètement disparu. On a tous connu ça, hein. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps à ce moment si précis? Et c'est là que toute la perspective change. Le vrai problème, voyez, ce n'est pas de manquer de carburant. On en a plein le sac à dos. Le problème, le vrai, c'est de faire passer ce carburant du sac à nos muscles. Tout est une question d'absorption. C'est ça, la clé qui déverrouille notre véritable potentiel. Alors, commençons par le début. Parce qu'une course réussie, elle ne se joue pas au moment du départ, mais bien avant. Voyons ensemble comment on amorce le moteur dans les jours qui précèdent le grand jour. Ok, voici le plan de bataille pour les 48 heures avant la course. Ici, on ne laisse rien au hasard. Regardez cette chronologie. 48 heures avant, on commence à charger. 24 heures avant, on affine. Et 4 heures avant, c'est le dernier plein. Chaque étape est super importante pour arriver sur la ligne avec des réservoirs pleins à ras-bord. Ce qui est fascinant, c'est la précision quasi chirurgicale de la chose. L'objectif, c'est de saturer nos muscles en glycogène. Et pour ça, paradoxalement, on va se tourner vers des glucides simples, du riz blanc, des pâtes. On met de côté les fibres et les graisses, même les bonnes. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'elles ralentiraient la digestion. Or, en course, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, pas de l'inconfort. Bon, on aborde maintenant le cœur du sujet, la partie la plus scientifique de notre analyse. Comment le corps parvient-il réellement à absorber l'énergie pendant un effort intense? C'est là que la plupart des stratégies échouent ou réussissent. Voilà, voici le chiffre qui change absolument tout. 60 grammes par heure. Gravez-le dans votre esprit. C'est le goulot d'étranglement de notre système digestif. C'est la vitesse maximale à laquelle notre corps peut absorber du glucose simple. Tenter d'aller au-delà, c'est un peu comme essayer de faire passer trop de voitures sur une seule voie d'autoroute. Ça crée un bouchon. Et dans notre cas, des problèmes d'estomac. Alors, comment on fait sauter ce bouchon? L'astuce, elle est juste géniale. On ouvre une deuxième voie. Imaginez que le glucose utilise la porte principale, qu'on appelle SGLT1, elle est vite saturée. Mais le fructose, qui est un autre type de sucre, il a sa propre porte VIP, la GLUT5. En combinant les deux, on double quasiment le flux d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et voilà la science derrière l'image. Regardons ce tableau. On voit bien les deux transporteurs. SGLT1 pour le glucose, plafonné à environ 60 grammes par heure, et juste à côté, GLUT5 pour le fructose, qui vient ajouter sa propre capacité. C'est cette synergie qui nous permet de dépasser les limites et de fournir au corps une quantité d'énergie bien plus importante. Et là, on arrive à l'idée la plus révolutionnaire de toutes. Cette capacité d'absorption, ce n'est pas une fatalité. On peut l'améliorer. Entraîner son intestin. Pensez-y une seconde, on entraîne nos jambes, notre cœur, mais on oublie très souvent notre système digestif. Et pourtant, c'est lui qui fait le lien entre notre carburant et nos muscles. Alors, comment on s'y prend concrètement? Ce n'est pas sorcier. Voici un protocole simple en 4 étapes à étaler sur plusieurs semaines. On commence doucement, en habituant son estomac à plus de liquide, puis on intègre progressivement des glucides pendant l'effort. L'étape clé, c'est d'utiliser des mélanges glucose-fructose pour muscler nos fameux transporteurs SGLT et GLUT5. Maintenant que notre intestin est prêt à travailler, voyons comment lui donner exactement ce dont il a besoin pendant la course elle-même. On va parler du fameux ratio d'or et de l'hydratation, les deux piliers de la performance. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Le fameux ratio de 2 pour 1 a vécu. Les recherches les plus récentes pointent toutes vers ce chiffre, 1 pour 0,8. C'est le nouveau ratio magique entre le glucose et le fructose. Mais pourquoi est-ce que ce ratio est si puissant? Eh bien parce qu'il est parfaitement calibré pour nos deux portes d'absorption. Il s'assure que SGLT1 et GLUT5 travaillent en parfaite harmonie à leur capacité maximale. Le résultat, plus d'énergie, plus vite et surtout beaucoup moins de risques de problèmes gastriques. C'est la fin de la peur du mal de ventre. Cette image, elle résume tout. Le but, ce n'est pas de boire plus, mais c'est de gaspiller moins. Chaque gramme de glucides qu'on ingère doit être transformé en puissance. Le ratio 1 pour 0,8 maximise ce qu'on appelle l'oxydation exogène. En clair, ça veut juste dire que le carburant que l'on boit va directement dans nos muscles et pas ailleurs. Parlons rapidement d'un autre concept clé, l'osmolalité. C'est un mot un peu compliqué pour une idée toute simple, la concentration de notre boisson. Imaginez un sirop très très épais. Il va rester longtemps dans l'estomac. A l'inverse, une boisson dite isotonique, qui a la même concentration que notre sang, passe quasi instantanément. Et en course, la vitesse, c'est la vie. Et n'oublions pas le héros méconnu de l'hydratation, le sodium. On pense souvent qu'il ne sert qu'à éviter les crampes, mais son rôle est bien plus crucial que ça. C'est lui qui active la porte du glucose, la fameuse SGLT1. Sans sodium, moins d'énergie, c'est mécanique. Et en plus, il aide le corps à retenir l'eau. C'est un vrai double agent au service de notre performance.
Évidemment, on ne s'alimente pas de la même manière pour un sprint de 20 km ou pour un ultra de 100 bornes. La théorie, c'est une chose, mais il faut savoir l'adapter au terrain. Alors, voyons comment on ajuste notre stratégie. Sur un trail court et nerveux, on est un peu comme le lièvre. On a besoin d'énergie immédiate. Les gels, les boissons, ce sont nos meilleurs alliés. Mais sur une longue distance, on est plutôt l'ours. Il faut durer. L'apport en énergie doit être plus important, mais il faut aussi penser à varier les sources pour ne pas saturer. Pensez solide. Et surtout, pensez plaisir. Ah, la fatigue des saveurs. C'est cet instant où on ne peut plus, mais alors plus du tout, avaler un seul gel sucré. Pour l'éviter, il faut être malin. Regardez ce tableau. En montée, quand le souffle est court, on va privilégier le liquide. Dans les descentes ou sur le plat, quand le corps est plus calme, là, on peut se permettre une barre ou un morceau de sandwich. Et au ravitaillement, on casse la routine avec du salé. La ligne d'arrivée est franchie, mais la course n'est pas tout à fait finie. Non, la phase qui suit est peut-être la plus importante pour progresser, c'est la science de la récupération, le redémarrage de la machine. Le timing est absolument crucial. On a 30 minutes, pas une de plus. C'est notre fenêtre d'opportunité métabolique. C'est pendant cette demi-heure que notre corps est une véritable éponge, prêt à absorber tous les nutriments pour refaire ses stocks d'énergie et réparer les muscles. Il ne faut surtout pas rater ce créneau. Et bien sûr, il faut boire. Mais combien? Voici une règle d'or, toute simple et terriblement efficace. Se peser avant et après la course. Chaque kilo perdu, c'est de l'eau. Et pour le remplacer, il faut boire 1,5 litre dans les heures qui suivent. Idéalement, une boisson avec un peu de sodium pour que le corps la retienne bien. C'est la base d'une bonne récupération. Finalement, la performance en endurance, c'est un tout. On passe des heures et des heures à entraîner nos jambes, à renforcer notre mental. Mais cette analyse nous montre une nouvelle frontière à conquérir, notre système digestif. Alors la question est simple. On a entraîné nos jambes, n'est-il pas temps d'entraîner aussi notre intestin ?